Je me disais un truc quand même avant de vous quitter. Parce que je vous donne des détails, je vous parle un peu de ce que je ressens et tout, mais je vous ai jamais expliqué ce qui s'était passé. Est-ce que ce serait pas bien que je vous fasse une, une explication globale et que je vous raconte exactement tout ce qui s'est passé? Maintenant que ça va un peu mieux, ce serait peut-être le bon moment. Peut-être que ça pourrait vous intéresser. Ah là, ce serait quand même de la curiosité morbide. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je vous ai pas donné les détails exacts. Allez, go, on y va. Ce sera fait, après on n'en parle plus. Je pense qu'à ça, hein. Je suis omnibulée. Hein. Depuis que j'ai repris le boulot, là, ce week-end, de toute façon, je ne pense qu'à ça. Même si ça va mieux et que c'est plutôt les problèmes d'à côté qui me font chier. C'est très présent quand même, là, maintenant, actuellement. Ça va peut-être me faire du bien de vous le raconter. Tiens, allons-y. Alors, je donnerai pas les dates, les détails, des noms, des trucs, ça sert à rien. Donc, je suis en fait à la cafétéria, au rez-de-chaussée, et je m'occupe des petits déjeuners le matin à mon hôtel. Je suis en présence de 2 collègues à moi, une collègue fille gouvernante et un collègue garçon qui est, lui, réceptionniste, donc à l'accueil de l'hôtel. Alors, il faut savoir que les gens, quand ils viennent dans l'hôtel où je travaille, ils restent un certain laps de temps, des fois 10 jours, des fois 2 jours. Après, il peut y avoir des longs séjours. Il y a aussi des appartements, pas que des chambres. Et du coup, les gens peuvent venir 2 jours, 1 jour, 3 jours, 10 jours, t'as compris? C'est bon ça, aux fruits rouges, les gars. Et je vous avoue, hein, moi j'aime bien vous dire aussi, mais comme quoi on peut être con quand on réalise pas. Les clients sont censés partir le jour de leur départ, hein, à 11h. Ils sont censés quitter les chambres à 11h. Si tu quittes pas ta chambre à 11h comme prévu, tu payes un supplément pour rester un peu plus longtemps. Pourquoi ? Parce que entre le moment où ils quittent leur chambre à 11h, il faut que nos femmes de chambre aient le temps de nettoyer la chambre entièrement pour que les futures réservations, donc les gens qui ont réservé par la suite, puissent arriver. Les heures d'arrivée sont à 14h. Donc entre 11h et 14h, on considère que c'est le laps de temps qu'il faut pour qu'une femme de chambre ait eu le temps de faire la chambre. Bien sûr, elle ne mettra pas autant d'heures pour faire une chambre, mais généralement, une femme de chambre a 5, 6, 7 chambres à faire. Donc à tout moment, la chambre qu'on va vouloir louer à 14h, elle sera faite genre avant l'arrivée des prochains clients, tu vois. C'est... Je sais pas si vous comprenez déjà, si je commence à m'étaler comme ça, on n'est pas dans le dawa. Et du coup, il arrive que des clients à 11h n'aient pas quitté la chambre parce que ils ne se sont pas réveillés, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait qu'ils quittent à 11h, ou pour X ou Y raison. Et normalement, ma collègue, quand il est passé 11h, donc généralement on fait ça à 11h30, ce jour-là, malheureusement on l'a fait un peu plus tard, d'ailleurs, je le précise, même si ça n'a aucun impact, puisque l'issue aurait été la même, puisque ça s'est passé bien avant, a sur sa liste, alors voilà, telle chambre en général c'est 3-4, passé 11h, qui n'ont pas eu de check-out. On voit sur l'écran de l'ordinateur que les gens ne sont pas partis, donc on a pour but ou de leur téléphoner pour leur dire vous deviez quitter la chambre à 11h, ou quand il n'y a pas de réponse au téléphone ou qu'on a la flemme de téléphoner, on va directement en chambre pour toquer, pour aller réveiller ou voir les clients, pour voir ce qui se passe, pourquoi ils ne sont pas partis, etc. Je dis on, c'est pas à moi de le faire, moi je suis au petit déjeuner, j'y reste, j'ai pas à aller dans les étages ni dans les chambres, sauf quand il y a des siphons à déboucher et que je me propose parce que je sais faire et que ça me dérange pas. Donc, si vous voulez, ce jour-là, dans cette chambre-là, ma collègue est allée toquer à la chambre. Elle n'a pas eu de réponse. Il faut savoir que la chambre était plongée dans le noir, les volets, les rideaux étaient fermés, les rideaux occultants, donc c'était dans le noir. Elle a toqué et en fait, elle n'a pas eu de réponse. En général, quand c'est des hommes qui occupent la chambre, même quand c'est des femmes, enfin surtout quand c'est des hommes, il faut avouer que ma collègue, comme moi je ferais, comme je pense on est beaucoup à faire, redescend et va voir notre collègue garçon, parce que c'est un garçon, et c'est plus rassurant pour nous d'envoyer un mec dans les chambres des mecs. Je sais pas. Je sais pas s'ils font ça tout le temps, je sais que ce jour-là, c'est ce qui s'est passé, elle est redescendue. Elle allait voir mon collègue réceptionniste garçon, qui est monté pour aller toquer à la chambre, pour aller voir le client, le réveiller éventuellement et lui demander, voir déjà s'il était là. Parce que des fois les gens partent et on le sait pas parce qu'ils nous laissent pas la clé ou il se passe des trucs qui font qu'on n'a pas vu qu'ils étaient plus là. Du coup, mon collègue y va.
Moi, je continue à faire ma petite vie au petit déjeuner. Je m'en souviens, je faisais la mongole. Moi qui suis pas d'humeur mongole, normalement au boulot, j'étais avec mon balai et je faisais Harry Potter. Je sais pas si ça avait une importance dans l'histoire, faut bon je le dis. Parce que maintenant, quand j'y repense, je culpabilise. Je me dis, j'étais en train de faire Harry Potter alors que finalement, un drame s'était déroulé au-dessus de ma tête et j'ai rien ressenti. Parce que ça aussi, je m'en veux de pas avoir ressenti qu'il se passait quelque chose. Après, on n'est pas devin, hein. On l'est ou on l'est pas, j'ai rien ressenti, j'ai passé ma matinée normalement et ça aussi, j'ai aussi beaucoup de mal à l'accepter. Écoutez, c'est comme ça. J'ai pas eu cette petite étincelle, ce petit pressentiment que j'ai pu avoir d'autres fois dans ma vie. Et j'ai pas eu cette réflexion ce jour-là, mais il m'est arrivé plusieurs fois les semaines précédentes pour vous dire à quel point des fois on dit des choses qui n'ont pas sens et puis le jour où ça arrive on se rend compte à quel point c'est con de dire ce genre de choses. Il m'est arrivé plus d'une fois d'avoir ma collègue qui dit ça, dis donc il est 13h, les gens sont pas partis, ils répondent pas au téléphone et moi je me revois me dire oh non, me dis pas qu'il y en a un qui a clapsé dans une chambre. C'est horrible de dire ça. Maintenant que j'ai conscience, hein, maintenant. Mais oh non, me dis pas qu'il y en a un qui est mort. Je me revois l'avoir fait au moins 1 ou 2 fois en 6 mois, la blague. Ça m'est arrivé de dire ça. Je peux vous dire que c'est quelque chose que je ne dirai plus. Après, il y a encore pas mal de conneries que je dis dans ma vie de tous les jours et que quand j'y réfléchis, c'est pas drôle. Vous voyez le coup de « oh là là, ça me saoule, j'ai envie de me pendre ». T'imagines, je sors ça devant quelqu'un qui a un proche qui s'est pendu, par exemple. Vous voyez l'impact des mots, en fait, ça ne nous impacte pas forcément jusqu'au jour où on prend conscience de ce qu'on dit. Après, on est tous comme ça, hein, ça nous arrive à tous de dire des conneries comme ça, genre... Voilà, des fois je dis, oh là là, ce connard, s'il pouvait passer sous un bus. Imagine la personne qui a vu quelqu'un se faire écraser par un bus un jour, tu crois que... Enfin, je sais pas, on a trop tendance, nous les êtres humains, à dire des choses horribles sans avoir conscience du sens de ce qu'on peut dire. Je pense que c'est humain. Je sais pas si vous faites ça, vous aussi, si ça vous arrive. J'ai plein d'exemples que j'ai pas envie de donner, mais bref. Mon collègue redescend et je le vois arriver. Et alors mon collègue, il faut savoir que non seulement il est pas français, il parle bien français pour lui, il dit qu'il parle pas bien français, mais il se débrouille vachement bien. Et c'est le genre de personne pas si inexpressif. C'est-à-dire que quoi qu'il aille, il va toujours être souriant et neutre. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais ou tu vois, toujours, genre il va arriver au boulot, il va dire je suis extrêmement malade, j'ai de la fièvre, je me sens vraiment pas bien depuis 2 jours, je vais quand même peut-être aller voir le médecin parce que le Doliprane ne me soulage pas. En gros, il est mourant au fond de son cœur, mais il va pas le montrer, il va te le dire oh, genre il viendra bosser quoi qu'il arrive et il sera toujours à l'heure, toujours bien habillé, toujours impeccable, neutre, un robot le cumé, tu vois. Mon rêve d'être comme ça. Et du coup, il arrive. Alors, de ce que je me souviens, je le vois arriver, neutre, avec un petit sourire en coin comme ça. Rien ne me montre qu'il y a eu un drame qui est en train ou qui s'est joué, tu vois. Et moi, j'arrive et je dis, bah alors. Et il me dit, bah il me répond pas. Je dis, comment ça, il te répond pas, tu te fous de ma gueule? Il me dit, non. Je dis, mais explique-moi. Il me dit, bah j'ai allumé la lumière, j'ai secoué le lit. Il a les yeux grands ouverts et les doigts bleus, il ne me répond pas. J'ai arrêté de faire la mongole instantanément, je l'ai regardé, j'ai dit, tu rigoles? Tu te fous de moi? Il me dit non. Je dis, alors écoute, il faut y aller très vite, parce que c'est pas normal. S'il a les doigts bleus, qu'il a les yeux ouverts et qu'il te répond pas, il y a un gros problème. Dans mon imaginaire, moi je vais être 100% honnête avec vous, parce que même si la mort à un moment donné, plus tard, m'a traversé l'esprit, sur le moment, moi je vous raconte au fur et à mesure ce que j'ai ressenti. Il a pas l'air catastrophé, il a l'air neutre, limite amusé, mais en fait pas amusé. Le truc c'est qu'en fait son cerveau il a vrillé, il a eu un choc. Bref, on va en courant vers l'ascenseur, et dans l'ascenseur, je lui dis, écoute, ce que tu me racontes, c'est très très grave. Je lui dis, un humain qui a les yeux grands ouverts, les doigts bleus, et qui ne te répond pas, c'est pas normal, c'est très très grave. Je lui dis, compose le 18. Il a composé le 18, je lui ai dit, tu attends que je rentre dans la chambre.
Et si je te dis d'appeler, tu appelles de suite. Parce que potentiellement, ce monsieur, ou il est en train de mourir. Je n'ai pas dit où il est mort. Je n'ai pas pensé de ce que j'ai dit. Potentiellement, ce monsieur, vu ce que tu me décris, il est en train de mourir. Il fait une attaque, il y a quelque chose. Dans mon imaginaire, je me disais, pour être comme ça, c'est, tu sais, les crises de tétanie. Ou alors, les paralysies du sommeil. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Mais dans ma tête, je me suis dit, il est bloqué d'une manière dangereuse et sa vie est en danger. Et moi, je me voyais déjà dans le feu de l'action, rentrer dans la chambre, aller près de lui, le secouer un peu, lui parler et le rassurer. Et dire, vous inquiétez pas monsieur, on est là, on est avec vous, on appelle les secours, ils vont venir, ils vont vous aider. J'y allais dans la démarche de, il y a une urgence. Ce que mon collègue me décrit, c'est pas normal. Mais je veux dire, il n'est pas arrivé affolé en me disant, faut appeler les pompiers, il faut faire quelque chose, il y a un problème. Il est arrivé vraiment neutre. Donc j'y allais dans l'idée de l'aider, ce monsieur. Et en montant dans l'ascenseur, ça m'a paru une éternité, je l'ai regardé, je lui ai dit à mon collègue, dis-moi, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de mort? Il me regarde et me dit non. Je dis, parce que là, ce que tu me décris, potentiellement le client, il est en train de mourir, ou potentiellement il est mort. Le fait qu'il me dise qu'il n'avait jamais vu de gens morts, vraiment, j'étais pas dans le déni, il n'est pas mort pour moi, parce qu'il m'aurait dit, je lui ai dit, est-ce qu'il respirait? Et il me dit, je ne sais pas. Il m'a pas dit, il respirait pas, sinon j'aurais su qu'il était mort. Dans ce cas-là, je lui aurais dit, bon, bah, appelle les pompiers, j'aurais pas eu besoin d'y aller. Mais étant dans le doute, quand je lui demande est-ce qu'il respire et qu'il me dit non, et en me décrivant les symptômes, je me dis, ce monsieur-là, il est en train de faire une attaque ou une crise. Alors, j'ai pas pensé à une crise cardiaque, parce que je savais pas que c'était, ces symptômes étaient produits par une attaque cardiaque. Pour moi, c'était pas un truc grave, plus grave que ça. C'était grave, mais je m'imaginais vraiment une crise de tétanie ou une paralysie, un truc qui... J'arrive, je vais le rassurer, je vais l'aider en attendant que les pompiers arrivent. J'aurais même pas pensé à massage cardiaque ou quoi. Ça pouvait pas être grave à ce point-là quand même. Je sais pas, c'était compliqué. Avec le recul, je me dis que les symptômes qu'il m'a décrits, non, j'aurais pas pu imaginer. On arrive devant la chambre, je mets le badge sur la porte s'ouvre. Il fait noir. Et là, de deux choses l'une. Le noir, le froid, mais un froid glacial, comme si la chambre elle était vide depuis toujours, qu'elle était vide, elle est vide, il n'y a pas un souffle de vie dans cette chambre, c'est pas possible, c'est trop froid. Et l'odeur de la mort. Je veux pas vous parler de l'odeur d'un mort qui est là depuis 6 semaines, la décomposition, les trucs hardcore que les gens du métier ont malheureusement pas le choix de vivre. Moi, je connais pas ce genre d'odeur aussi horrible. Moi, quand je vous parle de l'odeur de la mort, c'est l'odeur que je connais de la mort. L'odeur que vous sentez quand vous embrassez les gens morts, que vous aimez au funérarium, quand vous les embrassez une dernière fois. Et après, vous savez, vous la sentez pendant 1 mois ou 2, cette odeur. Elle a du mal à vous quitter. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours étonnée parce que cette odeur de mort, sur chacune des personnes à qui j'ai dit au revoir, je la sentais. Et elle est toujours pareille pour tous les êtres humains. L'odeur de la mort, on a tous la même quand on est mort. Ça, je trouve que c'est dingue. C'est l'odeur de la mort, mais pas de la mort hardcore. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pensais vraiment que c'était une odeur qu'on retrouvait uniquement au funérarium, qui était liée à l'entretien du corps, les soins, les produits, etc. Et je pensais que c'était cette odeur-là de la mort et qu'on l'avait une fois qu'on était pris en charge au funérarium. Et ben non. En fait, l'odeur de la mort que vous sentez quand vous enlacez quelqu'un que vous aimez qui est parti, et ben cette odeur était déjà présente dans la chambre, sans que personne ait touché ou vu ou su, et c'est simplement l'odeur de la mort. Donc déjà j'ai vu le première vision, j'allume la lumière. Monsieur, on est là pour vous aider. Et en fait, quand tu rentres dans ces chambres, t'as un mur là, voilà.
comme ça plutôt, parce que là tu as la salle de bain, et là tu vois le lit dépasser. Donc il y a le lit qui dépasse. Tu vois pas la tête parce qu'il y a le mur de la salle de bain. Et je vois les jambes dans le lit. Quelqu'un qui est allongé dans un lit, c'est normal quand la personne dort. Sauf que là, les jambes droites, les pieds droits, et les draps qui épousaient parfaitement la forme des jambes. Vous voyez ce que je veux dire? À cet instant-là, j'ai su. Parce que si la personne était en train de faire une attaque, il y aurait eu un mouvement, je pense qu'il y aurait eu du mouvement, ça aurait bougé un minimum. Le froid, l'odeur de la mort et cette vision des jambes sous le drap, je pense que mon cerveau a commencé à tilter. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'approcher. Une fois qu'on était, il n'y avait plus le choix. J'ai compris qu'il n'y avait plus d'urgence, que c'était peut-être un peu tard, mais mon cerveau a dû faire abstraction. Je me suis avancée et j'ai regardé ce qu'il y avait au bout des jambes, en haut. Ce que j'y ai découvert, un homme allongé dans son lit, la couette relevée à peu près à ce niveau-là, les doigts sortant les doigts, je sais plus dans quel sens, je crois comme ça, accrochés à la couette, crispés, les yeux grands ouverts, comme ça, et les doigts bleus. J'ai vu, j'ai même pas essayé de parler ou d'aider, je savais, je suis ressortie immédiatement. J'ai dit à mon collègue, il est mort, il est mort, il est mort. J'ai appelé les pompiers. S'il vous plaît, venez vite, je suis à tel endroit, il y a un client mort dans une chambre. S'il vous plaît, venez vite, vous êtes sûr, madame, monsieur, je suis sûre, venez, le monsieur est décédé. Venez, j'étais en détresse, je sais pas exactement ce que j'ai dit, mais à ce moment-là, j'étais une petite fille, hein, j'étais plus une adulte. Il m'a passé le SAMU. La dame du SAMU, alors ils ne vous croient pas les gens au téléphone, j'ai l'impression, c'est compliqué. La dame du SAMU m'a demandé mais pourquoi vous dites qu'il est mort? Madame, le client est mort dans sa chambre, venez. Madame, il n'est peut-être pas mort. Il a les yeux ouverts, les doigts bleus, il est mort. Elle a insisté. Elle m'a dit, madame, retournez dans la chambre. Hors de question. Madame, il faut que vous retourniez dans la chambre. Hors de question. Madame, il faut que vous retourniez dans la chambre. Parce que on peut avoir les doigts bleus et les yeux grands ouverts et ne pas être mort. Je vous jure qu'elle m'a dit ça. Elle m'a dit, vous pouvez peut-être le sauver en lui faisant un massage cardiaque. Je vais sauver qui, madame? Mon client n'est pas juste mort, il est mort. J'ai vu des gens morts dans ma vie. Celui-ci, il n'est pas juste mort. Elle m'a dit, madame, il faut que vous y retourniez, il faut que vous le touchiez pour savoir s'il est froid. Il y a eu un laps de temps qui s'est passé. Alors vous allez vous dire, oui, mais ça se trouve, il n'était pas vraiment mort, elle aurait pu y aller, elle a fait la chachotte. Je vous jure que ce monsieur était mort, et pas depuis 1 heure. Elle m'a dit, prenez un collègue avec vous, si vous ne voulez pas y aller toute seule, il faut que vous y retourniez. J'avais ma collègue fille avec moi, elle savait. Elle m'a accompagnée, je lui ai dit, accompagne-moi s'il te plaît, il faut y aller. Elle m'a accompagnée et j'avais un autre collègue, dont je ne vous ai pas parlé jusqu'à présent, qui faisait les chambres, le ménage dans les chambres, qui était dans la chambre d'en face, que je remercie du fond du cœur. Et je suis allée le voir, je lui ai dit, écoute, je suis au téléphone avec le SAMU, écoute, il y a un client qui est décédé dans la chambre en face. Est-ce que tu as un problème avec ça? Il faut que quelqu'un ait le toucher pour savoir s'il est froid ou s'il y a quelque chose à faire. Elle me dit que peut-être qu'il n'est pas mort. Est-ce que tu as un problème avec ça? Je suis tombée sur un collègue adorable qui n'avait aucun problème avec ça, qui avait l'habitude. Ça ne lui a fait ni chaud ni froid. Il est gentiment y allé. J'étais encore au téléphone, il est revenu. Et il m'a dit, il est mort, et en plus d'être mort, il est froid. Donc j'ai pu dire, madame, il est mort, il est froid. Mon collègue l'a touché. Entre-temps, ma collègue fille est rentrée dans la chambre. Je n'ai pas eu le réflexe
de la retenir en disant tu ne rentres pas, non. Elle est entrée dans la chambre. C'est fait, c'est fait. J'ai pas... j'ai pas assuré. Et là, les pompiers sont arrivés rapidement. Ils sont arrivés rapidement. Je suis montée en courant pour leur ouvrir la chambre. Je leur ai dit, je suis désolée, je suis désolée. Ils ne comprenaient pas pourquoi je m'excusais. Je m'excusais de ce qu'ils allaient découvrir, en fait. Alors que ils ont l'habitude, je pense. Donc, ils sont rentrés. Non. J'ai su que ça faisait plusieurs heures que je ne m'étais pas trompée parce que quand ils ont parlé à leurs collègues, oui... ça fait un moment, plusieurs heures, il y a une rigidité cadavérique, tout ça, voilà. Donc vous voyez, j'aurais rien pu faire, je vous le confirme. Je n'aurais rien pu faire, c'était sûr. Mais on me l'a confirmé, c'est déjà rassurant. Que je n'ai pas fait perdre de minutes précieuses à ce monsieur, enfin, s'il y avait eu quelque chose à faire. De toute façon, je leur ai dit, s'il y a eu quelque chose à faire, je serais rentrée, j'aurais fait. J'aurais eu peur après, mais sur le moment, j'aurais fait. La directrice a été mise au courant. Elle a mis 1 heure à arriver. Entre-temps, j'étais choquée. J'étais avec le SAMU au téléphone. Elle m'a mis en attente. J'ai appelé mon homme, j'ai appelé Nico. Pour lui dire. Sauf qu'entre-temps, Nico a répondu, j'ai pas eu le temps de lui parler. Que le SAMU a repris, j'ai dit oui, il est mort, non. Nico était paniqué au téléphone, il disait mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait une blague, comme si j'étais du genre à faire ce genre de blague. On a trouvé un client mort, venez vite, nanana. Nico, entre-temps, il a raccroché puisque je lui parlais pas. Et il a appelé une collègue à nous, qu'on aime beaucoup, qui est beaucoup plus âgée que nous. Et c'est un peu la maman, tu vois. Maintenant, elle est plus là. Ils l'ont virée comme une merde, ces salopes. Et elle habitait à côté et elle est venue à l'hôtel. Alors, je l'ai su après, mais quand elle est arrivée, je me rappelle plus de ce que je lui ai dit ou de ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai attrapée par les bras. Je lui ai dit, mais tu te rends pas compte, il s'est passé ça. Et en fait, je l'ai serrée. Et elle m'a dit après, quand on s'est vu 2 semaines après, elle m'a dit, j'avais des bleus sur les bras, tellement que tu m'as serré fort. Et ça, je m'en suis pas rendu compte. J'étais choquée sur le moment où j'étais plus là. Pour vous dire à quel point j'étais choquée. Ensuite, la directrice est arrivée. Une fois que la police est arrivée, ils nous ont demandé, est-ce que vous l'avez vu? À quelle heure, comment vous vous appelez, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone. Ils m'ont jamais rappelé, hein, parce qu'ils ont su après que c'était pas un meurtre, j'ai tué personne, mais ils ont besoin de prendre les témoignages au cas où ce soit un crime ou un suicide ou quoi, je sais pas pourquoi, mais en tout cas ils ont mes coordonnées s'il y a besoin. Et quand cette collègue est arrivée, ça m'a quand même, ça m'a fait du bien de la voir. Et la directrice, en arrivant, elle l'a regardée, elle lui a dit « Qu'est-ce que vous foutez là? On n'a rien à faire ici, vous travaillez pas, partez, rentrez chez vous. » Donc elle est partie, donc le soutien, il n'y en avait plus. On s'est retrouvés comme 3 cons. La directrice est restée tout le long avec la police et les pompiers à rien faire, hein, elle servait à rien, puisqu'elle n'était pas là. Elle n'a même pas cherché à comprendre ce qui s'était passé ou à connaître l'histoire. Elle faisait juste la paperasse avec les pompiers et les policiers. Elle n'est jamais rentrée dans la chambre, elle n'a pas vu le client. Et à un moment donné, je suis à l'accueil et Fernando me regarde et il me dit « J'ai la fille du client au téléphone. » Il me dit « Est-ce que tu peux prendre le téléphone ?» Parce qu'il a un peu de mal avec le français. Comme pour les pompiers le SAMU, il a voulu parler, c'est moi qui ai pris le téléphone parce que fallait quand même que ce soit compréhensible et rapidement. « Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle parce que mon papa était censé quitter votre hôtel aujourd'hui et je n'ai pas de nouvelles de lui, je n'arrive pas à le joindre sur son téléphone. » Je lui ai répondu, écoutez mademoiselle, excusez-moi, je vais vous mettre en attente, je vais aller me renseigner, je reviens. Je l'ai mise en attente, je savais que son papa était mort. Je suis montée voir les pompiers et la police. Je leur ai dit, écoutez, j'ai la fille du monsieur au téléphone qui s'inquiète. Il était censé quitter l'hôtel à 11 h, il était bientôt 14 h. Elle avait aucune nouvelle, il répondait pas au téléphone. Je n'en savais pas plus, c'est tout ce que je peux vous dire. Et la directrice m'a sauté dessus devant les pompiers et les policiers en disant, j'ai son numéro, je lui ai dit qu'on la rappellerait, vous lui dites qu'on la rappellera. Ok. Je suis redescendue. Bonjour mademoiselle, alors excusez-moi, mais on vous rappellera. Oui, mais quand même, je m'inquiète, vous pouvez au moins me dire est-ce qu'il a rendu la clé de la chambre? Mademoiselle, on vous rappellera. Mais
Vous pouvez pas me dire, il n'y a personne qui peut aller voir dans sa chambre juste s'il est là ou pas, ou juste me dire s'il a rendu les clés. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai menti. Vous savez, on a plus de 100 chambres. Moi, je suis bloquée à l'accueil. Je n'ai pas accès aux étages. Je ne peux pas les vérifier. Vous inquiétez pas, nous avons des gens qui font le tour des chambres actuellement. Dès que quelqu'un sera passé dans la chambre de votre papa, nous vous tiendrons au courant. Ah d'accord, bref, voilà. J'ai réussi à raccrocher. J'ai menti comme une grosse pute, mais j'avais pas le choix. Sauf que ben, ça a duré. Alors elle a rappelé. Oh putain, elle a rappelé les gars. Elle a rappelé. Bonjour madame, excusez-moi, je dois vous rappeler d'insister, j'ai toujours pas de nouvelles. Est-ce que quelqu'un est allé voir? Ou est-ce que vous avez vérifié si mon père avait rendu la clé de sa chambre? Madame, on vous rappellera. Ça devait être insupportable pour elle, elle était morte d'angoisse. Madame, on vous rappellera. Non mais, vous savez, mon papa a des problèmes cardiovasculaires. Je suis très inquiète. Est-ce que vous pouvez juste me dire s'il a rendu les clés de la chambre? Attendez, je vous reprends de suite. Je l'ai remise en attente. Donc déjà, problème cardiovasculaire, c'était validé. Je suis remontée voir la police et les pompiers. J'ai dit, j'ai sa fille au téléphone qui m'annonce qu'elle est inquiète. Elle voudrait savoir si son papa est... Enfin, ce qu'il en est parce que son père a des problèmes cardiovasculaires. Donc déjà, ils ont dit, ah, ok, bon ben voilà, on sait d'où ça vient. On savait que c'était le cœur qui avait lâché de toute façon. Mais là, on avait confirmation. Et je me suis encore une fois fait engueuler. On la rappellera. On la rappellera. On la rappellera. J'avais plus envie de prendre le téléphone. Elle était en attente, je suis restée comme ça pendant 5 minutes devant le téléphone. Ma directrice est passée. Je lui dis, madame, s'il vous plaît, vous pouvez prendre le téléphone? Oh, j'ai autre chose à foutre avec les... J'ai autre chose à faire avec les pompiers et la police. J'ai autre chose à faire. Je dis, mais madame, il y a juste à lui dire qu'on la rappellera. Elle est en train de poser des questions, elle est en train de me donner des détails, je n'arrive plus à raccrocher. Ça ne lui convient pas comme réponse, on vous rappellera. Ça fait plus d'1 heure que personne ne la rappelle, que tout le monde s'en pète le coquillard. Elle a jamais voulu prendre le téléphone, j'ai repris le téléphone. Oui, excusez-moi, donc comme tout à l'heure, quelqu'un vous rappellera. Comment ça? Mais vous n'avez pas pu aller voir? Personne peut au moins me dire, on vous rappellera. Et vous savez ce que j'ai dit à un moment? Parce que j'étais là, robot, on vous rappellera, c'était pas possible. À un moment, j'ai dit, ne vous inquiétez pas. Je sais pas, c'est sorti tout seul. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un va vous rappeler. Son papa est mort, je le sais, et j'ai sorti, ne vous inquiétez pas. Je suis sur Bordeaux, je peux venir, sinon, dites-moi, moi je suis pas loin, je peux venir. Je dis non, non, ne venez pas. On vous rappellera. Et j'ai raccroché à nouveau. Ça a duré. Sauf qu'à un moment, c'est plus sa fille qui a appelé, c'est madame. C'est pas moi qui ai répondu, c'est mon collègue. Moi, de toute façon, je pouvais plus. Vous allez immédiatement me dire si mon mari a quitté votre hôtel. Immédiatement, sinon je dépose plainte. Me voilà qui remonte dans les étages devant les pompiers, les policiers et la directrice. Madame, c'est sa femme au téléphone. Elle veut déposer plainte. Ah là, par contre, ça a bougé. Ah, elle a couru voir les pompiers, la police, machin. Ah là, elle a paniqué, là. Là, c'est bougé l'anus, la salope. Et finalement, bah, personne n'a rappelé ni sa femme, ni sa fille. Je suis sortie fumer. J'avais débauché depuis longtemps, seulement j'étais incapable de reprendre le volant et de rentrer chez moi. Du coup, j'étais encore là. Je suis sortie fumer devant l'hôtel. Mais la grosse pute que je suis, vous savez ce que j'ai fait? Parce que moi, j'étais choquée. L'ambiance était vachement morbide, funeste, on peut le dire. On était là sans vraiment être là, mais on était là quand bien même. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que je croisais des clients, malgré la détresse, bonjour messieurs, dames, bonjour madame, bonjour monsieur. Tu veux pas montrer, tu vois, tu gardes ton sourire, tu continues à parler aux clients de manière... t'es obligé. Tu peux pas faire une gueule d'enterrement de 6 pieds sous terre, bien que il y a des moments où on l'a eu, la gueule d'enterrement, il y a eu des commentaires sur les avis de l'hôtel qui disent « Quelle journée funeste, indépendante de leur volonté, mais c'était compliqué, nanana. » Bref, t'as capté quoi. Je vais fumer. Je suis comme ça.
je vois des clients. Bonjour monsieur, bonjour madame. Quand il y a personne devant moi, je me décompose. Et là, j'entends courir derrière moi. En tapant du pied. Et ça se rapproche de moi. Et moi, je panique. Et moi, au lieu de me retourner normalement, moi, vous savez, j'ai 4 ans dans ma tête. Je suis comme ça. Je fais un bond. Je saute et je me retourne et je fais « Oh, mais dis donc, vous m'avez fait peur !» Une jeune fille face à moi. Une jeune fille magnifique et paniquée. Je dis « Oh, dis donc, vous m'avez fait peur !» J'ai pas eu le temps de réaliser. Elle me regarde. Elle fait demi-tour et je la vois rentrer dans l'hôtel, sans m'adresser un mot. Et là, je réalise. Et je me dis, c'est sa fille qui est là, qui n'est pas au courant, qui va potentiellement l'être dans 5 minutes. Et moi, je l'accueille avec « Oh, vous m'avez fait peur !» Alors que je l'ai eu 2 fois au téléphone juste avant, lui disant « Ne vous inquiétez pas, quelqu'un va vous rappeler. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un va vous rappeler. » Vous comprenez pourquoi je me déteste et pourquoi c'est compliqué? On a beau me dire, c'est pas de ta faute, c'est pas si... Quand on n'est pas préparé à ce genre de choses, on agit mal et après, ça reste. Elle est rentrée. Je suis restée très longtemps dehors à fumer ma clope parce que je savais qu'elle allait demander, que la directrice allait descendre, que la police allait descendre, que ça allait se faire et je voulais pas être là quand ça allait se faire. Je voulais pas assumer. J'avais peur qu'elle ait reconnu ma voix et qu'elle m'en veuille puisque je lui ai menti et parce que je ne lui ai rien dit, etc. Et c'est comme ça que j'ai fini par rentrer chez moi à 16h, alors que je devais rentrer chez moi à 14h. Parce que autant je me sentais pas conduire, autant je me sentais pas rester dans l'hôtel alors que cette jeune femme était là et qu'elle allait souffrir et que je suis partie. En plus, je voyais les policiers qui étaient en train d'interroger mes collègues, j'avais pas envie d'y passer, je suis partie. À ce moment-là, vers 16h. Ils ont sorti le monsieur de l'hôtel presque vers 18h. Ça a été très long. Je suis retournée travailler le lendemain en me disant que ça allait aller. Ça n'a pas été le plus dur le jour même et le lendemain. Bizarrement, c'est arrivé après. J'y suis allée, j'ai fait ma journée de boulot. On était comme 3 cons le jour où ça a arrivé. On était les 3 mêmes cons le lendemain matin. Même pas, on nous a dit arrêtez-vous, venez pas bosser demain, on va vous remplacer, rien. On a fait notre journée normalement, ça a été très compliqué, mais pas... Ça allait, franchement ça allait grave. Et quand j'ai débauché, je me suis dit, super, là j'ai 5 jours de repos, ça va me suffire largement pour m'en remettre, et le week-end prochain, ça sera oublié. Pas du tout. Les jours qui ont suivi, je me couchais le soir, j'avais peur. Moi, je suis pas trop câlin. Nico était obligé de dormir, de se blottir contre moi. J'étais obligée de me blottir dans les bras de Nico pour avoir de la chaleur, parce qu'à la moindre sensation de froid, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir et que j'allais finir bleue et froide. C'était compliqué. Les jours qui sont arrivés après, je passais énormément de temps à regarder mes doigts. Là d'ailleurs je le fais encore, c'est pas juste pour vous montrer. Je voulais être sûre que mes doigts aient la couleur de la vie. Je voulais vérifier que mes doigts n'étaient pas en train de devenir bleus, vous voyez. J'ai ressenti des grands vides et des grands creux au creux de mon estomac, des sensations de froid que je n'avais ressenti qu'une seule fois dans ma vie, c'est quand j'avais chopé le Covid en plus, figurez-vous. Et voilà, des sensations de froid. Dès que j'avais froid, j'avais l'impression que j'étais en train de mourir. Et quand je m'endormais, je me disais peut-être que je vais pas me réveiller et qu'on va me retrouver comme j'ai retrouvé ce monsieur-là. Donc ça, c'est les symptômes qui ont eu lieu pendant plusieurs jours après la découverte. Et alors du coup, j'étais en repos, donc je pensais que tout allait aller bien. Et finalement, le lundi, j'ai passé ma journée normale à la maison avec mon petit garçon. Le grand à l'école, monsieur au travail. Et alors, j'ai passé ma journée allongée. Je ne pouvais rien faire. Il est rentré du travail, je me suis levée, j'ai mis mon manteau. Il m'a dit, tu vas où? J'ai dit, je vais n'importe où on pourra me donner des réponses et m'aider. Parce que je sais ce qui s'est passé, mais mon cerveau ne comprend pas et je vais clairement péter un câble. J'ai remis toute ma vie en question.
j'ai marché, j'ai erré. Alors j'avais passé des coups de fil, j'ai pris rendez-vous à la médecine du travail, mais le rendez-vous était que 3 jours après. J'ai appelé mon médecin traitant qui n'a pas les mots et qui ne savait pas quoi me dire. Je savais pas quoi faire, du coup j'ai marché jusqu'à Charles Perrin, les urgences psychiatriques de Charles Perrin, qui sont vraiment pas loin de chez moi. Je me suis dit, eux, ils vont pouvoir m'aider puisque c'est dans mon cerveau, il y a un problème. Mon cerveau, il comprend pas. J'étais dans un stade de folie extrême où vraiment, autant quand j'ai des moments de folie, où mon psychique, psychologique est compliqué, quand je suis entourée de mes enfants et de mon mari, ça ne se voit pas, ça passe inaperçu. Autant quand je suis toute seule et que ça m'arrive dans les transports ou dans la rue, je ne peux plus le cacher. Ça veut dire que visuellement, les gens qui ne me connaissent pas vont se dire cette nana est complètement folle, et c'est vrai. J'ai de la paranoïa, je me recroquevillais sur moi-même, je sentais une pression dans tout mon corps, une douleur dans chacun de mes membres. J'ai marché jusqu'à l'hôpital aux urgences psychiatriques où j'ai attendu des heures et des heures et des heures. Et quand j'ai enfin vu quelqu'un, parce que tu vois une infirmière avant de voir un psychiatre, et c'est eux qui jugent s'il y a besoin ou pas. Quand je l'ai vu et que je lui ai raconté, j'étais là, j'avais mal. Elle me dit, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai mal dans mon corps, j'ai mal, je comprends pas, je sais ce qui s'est passé, mon cerveau comprend pas. Et ça me fait mal dans tout mon corps, je le ressens dans tout mon corps. Elles m'ont pas cru. Elles ont pensé que j'étais folle et que j'entendais des voix et que je voyais des choses. Vraiment, je vous jure. Elles ont pris le numéro de Nicolas, elles l'ont appelé. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez me confirmer? Est-ce que votre femme a bien découvert quelqu'un de mort à votre travail? Nanana, il a dit oui, oui, tout à fait. Et là, quand elle a compris que c'était vrai et que les symptômes que j'avais, parce que j'avais vraiment les symptômes de quelqu'un de schizophrène, qu'on se le dise. J'ai déjà eu des crises de paranoïa, des trucs, mais entendre des voix et voir des choses, non. Je fais la différence entre la réalité et ce qui n'est pas réel, mais j'étais dans un tel état physique et psychologique qu'elle s'est dit, elle est en pleine crise de délire, grave, grave, plus, quoi. Quand elle a su que c'était vrai, il y avait au moins 15 personnes dans la salle d'attente, elle a dit, madame, je vous fais passer de suite. Je suis passée en priorité. Normalement, en priorité, en fait, c'est pas dans l'ordre d'arrivée, c'est dans l'ordre d'urgence. Je vous fais passer en priorité. J'ai dit, non, mais vous inquiétez pas, il y a peut-être plus grave que moi. Enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Justement, j'étais là-bas pour comprendre. Attendez, je vais charger mon téléphone. Je vous le dis clairement, si je dis des conneries ou quoi dans ma vidéo, il n'y aura pas de coupe. Je vais tout vous mettre d'un coup parce que je me sens pas capable de tout réécouter ce que je vous dis là et de faire un montage. Donc, vous aurez tout d'une traite, ça serait un peu long, je suis désolée. Et du coup, j'ai vu une médecin et elles m'ont expliqué. Alors, elle m'a dit, mais pourquoi vous êtes venus nous voir? Je leur ai dit, parce que je sais ce qui s'est passé, je suis pas con, je suis pas plus bête qu'une autre. Seulement, mon cerveau ne comprend pas et ça me prend dans tout le corps et ça me fait mal. Et c'est fatigant. Et comme vous êtes des professionnels et que vous devez savoir ce qui m'arrive, peut-être que vous avez les mots pour m'expliquer. Et que si on m'explique, mon cerveau va arrêter de tourner, que mon corps va arrêter de me faire mal. J'ai juste envie que quelqu'un qui sache ce qui m'est arrivé m'explique. Et en fait, pour moi, honnêtement, ils avaient les mots magiques. Ils auraient pu me dire, voilà madame, il s'est passé ça, parce que si, parce que si, parce que ça. Voilà, vous inquiétez pas, tout va bien. Pour moi, c'était ça et je repartais. Bah, figurez-vous que non. Je sais pas si vous savez, mais il n'y a pas de mots magiques. Quand on souffre, psychiquement et que ça en devient physique, malheureusement, il n'existe aucun mot assez réconfortant pour apaiser ces sensations. Je sais, c'est horrible. D'ailleurs, des fois, j'ai des copines qui vont mal, qui vivent ce que je vis parfois, je sais ce qu'elles vivent et puis ben, j'ai pas les mots pour les réconforter. J'aimerais, hein, mais je sais que quand on est dans des moments comme ça, il n'y a rien qui puisse nous réconforter au niveau verbal. Dans ce cas-là, je pensais que si, puisque comme c'est une situation qui n'arrive pas qu'à moi et que c'est la vie et que les spécialistes ont déjà tombé plusieurs fois sur des morts et tout, je me suis dit, vous m'expliquez, ça va passer. Malheureusement, non. Tout ce qu'ils m'ont dit, c'est que
tout ce que je ressentais, etc. dans ma tête, dans mon corps et tout, c'était un choc psychotraumatique. Bon, j'ai vu d'autres personnes après, d'autres médecins, d'autres trucs, ils ont tous dit la même chose. Et que bah, c'était comme ça que je le vivais. Et que si je voulais aider pour que ça passe, ben, il fallait que je prenne des médicaments. Alors ils m'ont donné ils m'ont donné un médicament, de l'Atarax. Alors ça, elle m'a dit que c'était pour me détendre le corps. Parce que comme je vous dis, ça me faisait tellement mal. Ça se répercutait dans tout mon corps. C'est un médicament qui permettait de détendre. Là d'ailleurs, depuis 10 minutes que je vous parle, là, depuis le début, j'ai mal dans tout mon corps. Je ressens toutes les sensations que je ressentais à ce moment-là. Je suis toute bloquée de partout, j'ai mal. Je vais en prendre un avant d'aller me coucher. Ça faisait déjà plus d'une semaine que j'en prenais plus, mais là, tu vois, ça revient. Et j'ai eu des médicaments beaucoup plus forts, un traitement beaucoup plus long sur des mois et des mois et des mois. Parce qu'il faut que vous sachiez que cette fois-ci, bah, j'avais une raison de me sentir comme ça. Parce que il m'est arrivé ce choc. Mais c'est un état mental et physique qui m'arrive extrêmement souvent dans ma vie. Et qui apparaît en général sans raison, par phase. Voilà, mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. J'avais déjà ressenti ces sensations de mal-être psychique et physique très souvent, des fois avec des envies plus de mourir, des trucs vraiment, voilà. Donc j'étais pas inconnue de ce mal, mais je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait. Ou alors plutôt, j'avais une excuse d'aller demander de l'aide parce que cette fois-ci, c'était pas juste dans ma tête sans aucune raison, c'était pour quelque chose de concret qui m'est arrivé dans la vraie vie. Et du coup, autant les fois où j'ai souffert, les moments, les phases où je souffre énormément dans ma vie, où j'ai envie de mourir, etc., sans raison, ou avec raison parfois, je sais que demander de l'aide ne sert à rien parce que je sais qu'on ne pourra pas m'aider dans le sens où c'est dans ma tête. Là, comme c'était sur quelque chose de concret, que c'est quelque chose de concret qui s'était passé dans la vraie vie, et que c'était pas juste dans ma tête, et que c'était quelque chose qui pouvait arriver à n'importe qui, même à des gens qui n'ont pas, qui ne sont pas torturés de vivre, je pensais vraiment qu'ils auraient des paroles et qu'ils auraient pu m'apaiser. Mais pas du tout. Et du coup, je suis rentrée chez moi et j'étais en accident de travail pendant 2 semaines. Juste 4 jours en fait, puisque je travaille que le week-end, j'ai loupé que 4 jours de boulot, donc ne me jugez pas, j'ai pas loupé 2 semaines. Et j'ai voulu y retourner parce que au bout de 10 jours, franchement, je pense que ça allait mieux. C'est passé. Vraiment, là, maintenant, c'est passé. Là, j'ai mal partout, ça revient, mais c'est parce que j'en parle. Je pense que c'est passé. Alors, je suis contente parce qu'ils ont dit que ça peut durer 2 jours, 3 jours, comme ça peut durer des années. Et ça m'a permis quand même de révéler d'autres choses qui sont que elle a vu sur ma fiche médicale, parce que c'était pas la première fois qu'il me voyait, j'avais déjà vu quelqu'un 2 fois dans ma vie là-bas, et ils gardent des notes. Et ils ont vu que j'étais sujette à la prise de Lexomil depuis très jeune, en très grosse quantité, et ça a duré pas mal de temps. Et elle m'a dit, première chose qu'elle m'a dit quand elle a vu mon dossier, elle m'a dit, ça s'est passé quand? Je lui ai dit samedi. Elle m'a dit, vous avez pris du Lexomil? J'ai dit non, j'y ai pas pensé, je vous avoue, j'y ai pas pensé. Et elle m'a dit, heureusement que vous n'avez pas pris de Lexomil. Je lui ai dit, mais pourquoi ça? Elle me dit, le Lexomil, il vaut mieux prendre ce qu'elle m'a donné, là, elle m'a donné, du coup, je vous ai donné le nom de l'Atarax, ça c'est bien. Le Lexomil ancre les traumatismes. Elle m'a dit, mot pour mot, le Lexomil, quand vous le prenez lors d'un traumatisme, d'un choc ou d'un mal-être, va ancrer le choc, le mal-être, la sensation de traumatisme profondément dans le cerveau. Et là, ça aurait été très compliqué pour que vous puissiez passer outre. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Je vais vous le dire maintenant. Toute ma vie, à la moindre difficulté, à la moindre contrariété, à chaque deuil, à chaque enterrement,
à chaque moment tragique, les maladies, les peines, les colères, pendant 33 ans maintenant de ma vie. Je me bourrais de Lexomil pour oublier. Je pense qu'en fait, j'ai ancré tous mes traumas dans mon cerveau. Je pense que c'est ce qui fait que je suis la personne que je suis actuellement. Mais pour ça, j'avais pas pris de Lexomil. Mais voilà, voilà. J'ai appris des trucs. Et du coup, je me suis arrêtée 2 semaines. Vous savez l'histoire par cœur. Ensuite, moi, j'y étais plus au boulot du coup, mais ils ont laissé la chambre fermée pendant 4 jours. Et quand je vous dis fermée, les rideaux fermés, les fenêtres fermées, dans le noir, sans rien nettoyer, sans enlever les draps, sans rien. Moi, le lendemain, quand j'y suis retournée le dimanche, le lendemain, j'ai dit à ma collègue, je sais que c'est choquant et tout. Moi, je pense qu'on fait bien de bloquer la chambre pour le deuil, pour le respect, quelques jours, parce que c'est frais. Mais par contre, il faudrait vraiment quand même que quelqu'un y aille, au moins pour jeter les draps, faire le grand nettoyage complet, et ensuite la laisser fermer, mais propre. Parce que là, pendant 3-4 jours, l'odeur est restée. Les draps, tout est resté. Et finalement, moi, j'y suis pas retournée, mais j'ai su qu'ils ont fait nettoyer la chambre le 4e jour et qu'ils l'ont reloué le jour même. Ils n'ont pas acheté les draps. Ils n'ont pas changé le matelas. Ils l'ont même pas retourné. Et là, depuis que j'y suis retournée, moi, je me retrouve avec les clients au petit déjeuner. Le premier truc que je dis à mes clients qui arrivent au petit déjeuner le matin, c'est numéro de chambre, s'il vous plaît. Et quand je vois le petit couple devant moi en train de déjeuner en me disant qu'ils dorment là où ça s'est passé, ça me fait bizarre. Je vous avoue que j'ai du mal. J'ai très envie de les regarder et de dire, ils se foutent de votre gueule, vous dormez sur un lit où j'ai trouvé un client mort il y a quelques jours et le matelas elle-même, ils l'ont même pas changé. Je peux pas, on est d'accord, le dire. Mais moi, avec ce que j'ai dans la tête, j'ai tendance à dire les choses, peu importe ce que les autres pensent, et ce qu'il faut pas faire, et j'ai tendance à ça. J'ai la gâchette facile. Je le ferai pas, jamais. Mais c'est chaud cacao. C'est tout pour moi. Je vais vous laisser là les gueux. Je sais pas si c'était une bonne idée de faire cette vidéo, mais moi ça m'a fait du bien. J'ai rien oublié.